Oui, on est prêt. Parfait. Bon, donc on va vous parler des logiciels de ERP, l'Enterprise Resource Planning. Okay, en français, c'est des logiciels de gestion intégrés. Intégré, ça veut dire que ça permet d'intégrer toutes les fonctions de l'entreprise dans les mêmes logiciels pour avoir une meilleure gestion de base de données. C'est basiquement qu'est-ce qu'on a vu dans les cours, surtout comme Access, au courant de la session, là, au cours de Microsoft Access. Alors, je vais vous montrer comment ça se passait avant que les logiciels d'ERP apparaissent sur le marché. C'est qu'on voit comme ici là, une bonne toile d'araignée au niveau des communications. C'est un problème de communication. Admettons, moi, là, je m'en vais en comptabilité. Okay, ce matin, je vais voir mon copain en comptabilité. Bonjour. Là, vous devez collecter vos données pour, dans le fond, pour faire votre bilan trimestriel. Okay? Quel logiciel vous utilisez? Vous travaillez avec le logiciel Sage 50. Okay? Là, vous, c'est le logiciel avec lequel vous avez été formé, vous avez été engagé pour vos compétences avec ça, vous êtes vraiment à l'aise. De toute façon, c'est coté comme un des meilleurs sur le marché. Mais par contre, au niveau des ventes, comme ça, on est en restauration, par exemple, aux ventes, ça va être. Oui, c'est ça, aux ventes, c'est ça. Admettons, on est en restauration, ils utilisent eux autres. Oh, j'ai oublié ma feuille de notes. C'est pour ça d'aller la chercher, c'est plus haut. OK, eux autres, ils utilisent le Case Mag, OK? Ils utilisent Case Mag, puis là, eux autres, quand on passe des commandes au restaurant, bien, ils donnent ça sur leur écran tactile, là. Vous savez, là, on voit ça beaucoup maintenant. Et puis, fait que là, eux autres, ça va rentrer juste, c'était quoi, le total de la facture du client, et tout ça, mais mon comptable ici, lui, il a besoin de savoir combien de ventes ont été effectuées au total aujourd'hui. Et puis, il a besoin de savoir c'est quoi les heures des employés. Puis tout ça, ce logiciel-là, je ne tiens pas ça en compte. Fait que ça dédouble les entrées de données parce qu'il va devoir les rentrer. Et puis là, mettons, je suis en bas du côté du transport, par exemple. Les autres utilisent WinTrans. Okay? Ça, c'est un logiciel courant et bien coté pour le transport. Les autres, quand ils affichent leurs données, c'est des... mettons, la durée des voyages, la distance, le poids du chargement. Puis là, à côté, là, il y a le prix rattaché là, à ce transport-là particulier. Mais ça, c'est pas encore une vision pertinente pour mon comptable. Fait que le résultat, c'est une entreprise qui est inefficace, qui va être non performante, non concurrentielle, parce que ceux qui disposent de ces logiciels-là, ils vont pouvoir colléger plus rapidement les données pour faire le rapport plus facilement. Fait que là, comment ça fonctionne? Un logiciel d'ERP, qu'est-ce que c'est? Son utilité, dans le fond, c'est comme on voit ici qu'il y a un serveur central qui contient toutes les données. Puis, quand quelqu'un rentre une donnée ici, là, au CRM, il y a une autre équipe sûrement qui va faire une présentation là-dessus, je me souviens. Puis là, quand on est au niveau client avec le vendeur, là, on passe une commande ici. Là, moi, je suis chez Beau et Martineau. Je m'achète un meuble, OK? Le vendeur va rentrer avec moi mes informations personnelles, mon nom, mon adresse, tout ça dans la base de données. OK, mais là, ces données-là sont instantanément communiquées à la planification de la production, puis au supply chain management, ça c'est l'approvisionnement logistique. Puis les autres, ils vont commander un meuble, OK? Puis là, ce logiciel-là, ça permet même de commander à l'étranger le meuble, OK? Parce que, mettons, mon sofa, là, il est peut-être conçu en Suède, puis il va arriver en bateau jusqu'à Montréal, et puis c'est une des fonctions principales de l'ERP, c'est qu'il peut encore communiquer avec les fournisseurs pour passer une commande automatisée. Fait que, en dedans de 2-3 heures, il va y avoir une réponse du fournisseur de meubles, fabriqué en Suède, puis là, on va pouvoir déterminer dans combien de temps on va pouvoir recevoir la marchandise. Bon, les autres caractéristiques, c'est que c'est garanti être compatible avec les autres fonctions de l'entreprise. OK, parce que c'est ça, ils peuvent chacun visionner les données qui ont été rentrées dans les autres départements. Ça propage les données dans tous les modules pertinents dès leur saisie, comme j'ai expliqué tantôt, comme là, mettons, s'il y a une vente au Beau et Martineau, puis là, on a besoin d'avoir plus de meubles, ça parle à l'approvisionnement. Si moi, je suis un vendeur, je réalise une vente, bien ça s'en va direct à la comptabilité instantanément, parce que lui, il peut voir quelles ventes sont en cours et quelles ventes viennent juste d'être réalisées. OK, bon, pourquoi utiliser ça maintenant, ce logiciel-là? Bon, OK, c'est les avantages en gestion. L'avantage majeur, c'est de diminuer les coûts en éliminant les tâches sans valeur ajoutée. OK, par exemple, la double saisie, puis
les contrôles manuels. La double saisie, c'est quand mon comptable va rentrer les informations là, de ce qui a été fait en vente, en transport, en approvisionnement, en marketing. Et puis les contrôles manuels, c'est vérifier si les données ont été bien rentrées, s'il n'y a pas eu d'erreur ou quoi que ce soit. C'est ça. Ensuite, obtenir une meilleure information. Oui? Pardon? Parce que je voulais juste ajouter les réconciliations de système, ça prend vraiment beaucoup de temps dans les compagnies. Là. Moi, j'en ai vu beaucoup. J'ai même déjà vu quelqu'un qui faisait tout ça quasiment à temps plein, là, réconcilier tous les systèmes. C'est vraiment des... C'est ça. Oui, ça oui. là-dedans. Oui, c'est très bien, j'avais oublié de le dire. C'est des tâches à valeur ajoutée. Il y en a, par exemple, là, en entreprise qui sont mettons, des commis à l'archivage ou juste à la... pas la retranscription des données, là, mais un commis en entrée de données. Okay? Bon, ça permet d'obtenir aussi les logiciels d'ERP une meilleure information, d'assurer l'intégrité des données, des écritures en temps réel. C'est-à-dire que quand on commande un meuble, il n'est pas commandé 2 fois et c'est comme j'ai expliqué tantôt, les données sont intègres d'un bout à l'autre, puis aussi ça donne des vues pertinentes pour chaque département. Le numéro 3, ça c'est spécial, c'est s'adapter au marché mondial en plusieurs monnaies et langues, parce que ça, mettons, le siège de Prouvé-Martineau, lui, je prends encore cet exemple-là, lui il est au Québec, puis là en Ontario, ben eux autres, ils fonctionnent en anglais. Fait que là, moi, si j'ai rentré mes données de mon client, mettons nom, adresse, numéro de téléphone, ben mon préposé, mon agent qui va être au siège social, il va le recevoir, mais ça va être marqué dans sa langue, le phone address, etc. Puis ces logiciels-là, habituellement, sont faits en plusieurs langues pour faciliter l'implantation dans une société qui est à la grandeur du pays. Bon, la clientèle visée par ces logiciels-là, c'est les PME, les PMI, les petites moyennes entreprises et petites moyennes industries, mais c'est aussi bon pour les grandes entreprises. En tout cas, je vais vous en parler plus tard. Mais là la question n'est plus de savoir si un logiciel d'ERP est nécessaire, mais lequel choisir. Parce que ça donne tellement une grande valeur à l'entreprise que maintenant, la décision est surtout plus difficile pour prendre un logiciel avec une licence qui est prépayée ou un logiciel, pas prépayé, je veux dire, de payer une licence annuelle pour un logiciel qui est déjà fait, comme Sage, SAP et Oracle, que l'autre équipe a parlé tantôt. Mais puis construire un logiciel de toutes pièces, là, ça peut nécessiter un investissement de base, admettons, de plus d'1 million de dollars. Ça prend plus de temps pour rentrer dans son investissement quand on investit 1 million pour construire un logiciel qu'en utilisant une licence qui coûte, mettons, 150 000 par année. Fait que il y a une différence de ce côté-là, puis il y a aussi plusieurs facteurs à prendre en compte, comme les spécificités de chacun des départements. Si dans les logiciels préfabriqués, ben, ça l'inclut déjà tout, mais l'entreprise n'a qu'à s'adapter au logiciel. Alors, là, je vais vous donner un cas concret. C'est l'entreprise Mikli, qui, eux autres, c'est une entreprise qui vend des lunettes. OK? Et eux autres, ils ont plusieurs départements qui ne sont pas dans les mêmes édifices. On va vous montrer comment ils communiquent ensemble. Ça va prendre 3 petits... Le groupe Amitié International a pour vocation la création et la distribution de lunettes haut de gamme à travers le monde. C'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 25% en France, c'est 300 collaborateurs et c'est 25 boutiques. Nous avions un fort besoin de centralisation de la donnée et un fort besoin de souplesse quant à l'interfaçage des flux amont et aval par rapport au système d'information. Nous avons choisi cette car nous avions 2 contraintes fortes, le timing et le coût. Le timing, puisque nous avions 9 mois pour basculer de notre ancien système vers le nouveau, et le coût, nous avions sur notre ancien système énormément de spécifiques qui, en termes de maintenance, coûtent cher. Les principaux avantages sont le référentiel unique de la base article et de la base client, 16 000 articles, 15 bases clients, et il y a une chose très importante qui est l'automatisation des flux. Nous avons gagné en rapidité et en efficacité car la formation à l'ergonomie du produit est assez simple, rapide et les utilisateurs l'adoptent facilement. En réalité, ce qui se passe, une commande prise à travers le monde arrive directement au niveau du siège et nous sommes tout de suite informés de la prise de commande. La principale mission qui m'a été confiée par ma direction lorsque je suis arrivé dans l'entreprise,
a été de réduire de manière drastique les stocks. Et grâce à l'outil Sage, j'ai pu réaliser cette mission et réduire de ce fait les stocks de 30%. Sage, nouvelle version, change la vie puisque beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus, on accède aux informations beaucoup plus facilement. Donc dans mes reportings mensuels de consolidation comptable, donc j'ai accès plus facilement aux bases de données de stock, aux factures, aux fournisseurs, aux factures clients. L'utilisation en est vraiment plus simple. Le logiciel Sage me permet de lancer mon activité. Nous évitons les bancs de préparation. Après, le piqueur pique. Ensuite, les emballeurs pointent ces bancs de préparation. Et après, vous avez une personne qui les facture. Sur la facture, un code barre est édité. Et ensuite, ça passe en expédition. Il est scanné et nous pouvons après les expédier dans les différents trains de vente. L'avantage du logiciel Sage pour le service clientèle est de pouvoir saisir leurs commandes SAV et assortiments qui sont au nombre d'environ 9 000 par mois. En tant que responsable du service clientèle, l'avantage pour moi est de pouvoir faire des statistiques, contrôler le nombre de commandes saisies par mois, ainsi que la qualité des dossiers saisis par les chargés de clientèle. La mise en œuvre de Sage ERP X3 version 5 a été effectuée en 6 mois. C'est parce qu'il nous a permis d'éliminer les spécifiques de notre ancien système d'information et de par ce fait, les coûts de maintenance ont nettement diminué. Aujourd'hui, je suis confiant en l'avenir car les logiciels sont en parfaite adéquation avec les sociétés internationales de taille. C'est un bon retour sur investissement. C'est sûr que, évidemment, qu'un bon retour d'investissement, c'est sûr que ça motive un choix de passer à un logiciel différent et plus intégré pour toutes les fonctions de l'entreprise. Alors, ici, c'est ça. Puis aussi, qu'est-ce qui est important dans cette vidéo-là que j'ai aimé, c'est qu'il y avait une fenêtre de temps de 9 mois pour pas nuire à leurs opérations et à leur vente. Il fallait qu'ils intègrent ça en 9 mois, que les employés soient formés, prêts à l'utiliser en 9 mois. Puis les autres ont choisi le logiciel avec la licence parce que probablement qu'il y avait des formateurs à l'externe qui étaient qualifiés pour les former rapidement, efficacement, puis donner du soutien sans nécessairement qu'ils aient à passer par un processus d'embauche long et coûteux. Alors, maintenant, je vais vous parler des origines des logiciels ERP. Okay? Avant même, le premier qui est sorti ici, c'est le système Toyota là, qui a bien été notoire et reconnu. Là. Ça, c'est dans les années 60, il y a eu avant le MRP 0, qui est, après ça va être MRP 1, MRP 2. Mais le MRP 0, c'est juste la méthode de calcul. Admettons, je faisais un édifice à condo, puis je vais avoir 60 unités de condo, mais ça va me dire combien de poutres j'ai besoin, combien de temps d'électricien j'ai besoin, combien de feuilles de gypse j'ai besoin, combien de temps de plombier, etc., multiplié par 60 par exemple, et puis avec des contraintes spécifiques. Et là, en 1971, on a eu le premier logiciel ici, et puis ça permet de faire la gestion intégrée, surtout du département de la production, comme c'était écrit, c'est un petit peu difficile à lire par exemple, mais c'est ça, il y a un département ici, et puis on peut planifier les besoins en matière première. Fait que maintenant, chez Toyota, eux autres, ils construisent des voitures, fait qu'ils vont avoir besoin, mettons, quand on commande une voiture, ils vont avoir besoin des roues, d'une transmission, mettons, d'un châssis, et puis des multiples accessoires. Et puis ça, toute cette commande de pièces-là, chaque partie que je viens de vous dire, il y a une commande massive à faire, puis il y a une chaîne critique, puis au moment de l'assemblage, on peut assembler à peu près 30 voitures par jour chez Toyota pour une même sorte maintenant. Fait que c'est ça, ce logiciel-là pouvait planifier les besoins en matière première de façon beaucoup plus efficace pour produire encore plus de voitures par jour. Ensuite, en 1971, il y a eu le MRP2. Ça, c'est comme le premier, sauf que là, on a intégré la planification des ressources en prévision des ventes. Okay? Fait que ça aide à augmenter la capacité des ressources par période de l'entreprise. Okay? Ça, comment est-ce qu'ils font ça? C'est que, admettons, là, si je regarde Toyota, là, ils ont, admettons, au mois de mars, ça c'est connu, ils ont la vente étiquette rouge. Okay? La vente étiquette rouge, là, ils ont des bons rabais, ils savent qu'ils vont vendre plus pendant cette période-là. Fait que, avec ce logiciel-là, ils peuvent planifier les ressources au mois de février parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de beaucoup de véhicules dans les points de vente aux concessionnaires au mois de mars pour qu'ils soient plus prêts à sortir. Fait que, parce que s'ils sont encore à l'usine, les clients vont attendre et puis ça, c'est des coûts d'entreposage plus important. Puis avec Mikli, par exemple, quand il avait parlé en entrepôt, il livrait 300 colis par jour. Mais s'il n'y avait pas des prévisions de vente comme ça, peut-être qu'on expédierait juste 100 à la fois, puis les clients devraient attendre plus longtemps.
J'aimerais juste Oui, juste pas de problème. rajouter. Le MRP, dans le fond, c'est vraiment la planification des ressources des matières premières. Puis là, il y a eu, ce qui s'est passé, c'est que vu que les ventes, ça bouge tout le temps, ben, là, ils voyaient que ça ne fonctionnait pas. Fait que là, ils ont créé le MRP P2 pour justement rajouter la planification des ressources. Fait que la différence, c'est vraiment le MRP, c'est tout ce qui se passait jusqu'à l'entrée de l'entreprise, du fournisseur, les matières premières. Puis après le MRP2, là, c'est tout, jusque le produit qui est prêt à livrer. C'est ça, en fait, la nuance. Voilà. Oui, c'est vrai. Fait que, OK, après ça, au début des années 90, on arrive ici. C'est l'Enterprise Resource Planning. Là, maintenant, on intègre tous les départements, que ce soit la finance, les ingénieurs, les ventes, le marketing, les ressources humaines maintenant, comme pour les payes, exemple, etc. C'est un des logiciels qui est le plus remarqué au début des années 90, c'est le modulaire 3 de SAP. Moi, c'est ce que j'utilise dans mon entreprise, à Poste Canada, encore aujourd'hui. Puis, on passait en 2000, puis ils s'améliorent. Ils ont des mises à jour à tous les ans. OK? Bon, la valeur économique que ça ajoute, c'est que ces logiciels-là, OK? Ça, c'est le schéma, évidemment, qu'on a vu en classe dans les séances, pas loin de la séance 7. Et puis, là, le prix que le client est prêt à payer, là, par exemple, pour les lunettes Mickey, OK? Le prix que le client est prêt à payer, que ce soit avec ou sans ce logiciel-là, c'est toujours, mettons, 350 $, OK, chez les concurrents. Mais là, nous, là, on va vouloir les vendre à 300 $, qui est 50 $ moins cher, parce qu'on se sent capable de le faire, parce qu'on va avoir une meilleure marge, on va avoir une aussi bonne marge de profit que la concurrence. Fait que les clients vont commencer à venir chez nous. Là, ici, entre le prix et le coût d'entreprise, on a 150 $ de profit. Fait que ça c'est vraiment intéressant. Puis, grâce au logiciel ERP, peut-être ça va nous coûter peut-être 20 $ moins cher, là, mettons, par paire de lunettes, là, vu que la gestion va être plus efficace, le stockage va être moins prolongé, puis les départements vont mieux communiquer. Les frais de gestion sont diminués. On arrive à peut-être 170 $ maintenant pour le profit par paire de lunettes. Puis au niveau du coût de fournisseur, okay, pourquoi ça peut s'améliorer? C'est en fait par les commandes automatisées. Hein, si c'est commandé plus rapidement, nous, on va pouvoir avoir nos pièces moins chères. Et puis, il y a même une certification pour ça. Je pense que c'est la 9001, ISO 9001 ou 2002. Ils peuvent autrement dit, il y a un peu moins de contrôle de qualité qui doit être fait parce qu'il y a une partie qui est par logiciel et par les bons commandes automatisées. Alors, fait que là, vu qu'on fait quand même 970 $ de profit, ben, on peut avoir un petit peu moins cher que ce que le prix du client est prêt à payer. Puis aussi, il y a une plus grande partie qui va à la marge de profit au lieu d'aller dans les fonctions qui étaient avant sans valeur ajoutée. Fait que ça, c'est plus d'argent que dans les poches des actionnaires, des dirigeants d'entreprise. Puis évidemment, ça fait augmenter la cote en bourse. Et puis c'est tous ces avantages-là qui fait qu'on va aller vers ces logiciels-là. Et puis là, bon, j'ai pas changé de diapo assez vite, là, mais c'est pas grave, mais ça répète un peu les impacts ici. C'est la réduction des coûts, diminution du prix de vente, augmentation des ventes, la compétitivité. Fait que c'est ça, dans le fond, la hausse de la valeur totale créée, c'est quand on réussit à garder nos profits tout en vendant moins cher avec des opérations plus efficaces, un système d'information plus efficace, pardon. Donc, pour résumer la partie dont je viens de parler, donc, premier avantage, c'est partager le même système d'information pour communiquer à l'interne et à l'externe. La rapidité et l'efficacité du siège social, c'est ça. Quand on fait des ventes au Québec, le siège social à Ottawa, il est tout de suite informé. Ça soit partout au monde aussi. En comptabilité, ils peuvent consolider plus facilement les données là, pour pouvoir les utiliser comme on a vu avec l'hypercube. Ça, je pense à la séance ensuite. Là, à la fin de l'approvisionnement, comme Mickey, les autres ont réduit la quantité de stock de 30 %. Eux autres, grâce à ça, parce que, évidemment, là, à l'approvisionnement, c'est plus simple et plus efficace. Le service de distribution, il réduit les délais de livraison. Et puis, en 6, on peut gérer jusqu'à 9000 commandes par mois au service à la clientèle. Dans la vidéo, on parlait des chargés de clientèle. Là. Maintenant, c'est ça, eux autres sont plus efficaces parce qu'ils peuvent maintenant avoir les données des ventes instantanément, puis analyser ces données-là sans que quelqu'un ait à faire de la double entrée ou que les données aient le temps de périmer, mettons, sur les adresses des gens là, pour les stratégies marketing. Fait que là, les inconvénients liés à l'utilisation de l'ERP, bon, ça là, on rentre dans le nouveau. Mise en œuvre complexe.
OK, c'est sûr, ça peut être long à implanter. Mikli, eux autres, ils l'ont fait en 9 mois, mais il y en a que ça peut prendre jusqu'à 2 ans, former les employés, puis s'assurer qu'ils utilisent le système de façon efficace, là, après évaluation et tout. Un coût élevé pour un logiciel fiable et de qualité, parce que là, comme j'ai expliqué tantôt, les logiciels comme SAP et Oracle, ça peut coûter 150 000 par année, une licence pour ces logiciels-là. Par rapport à un logiciel libre qui réduit les coûts de la licence, ça, on a vu ça, des logiciels un peu open source. Ça, c'est des logiciels qui sont peut-être moins développés, qui coûtent un peu moins cher, mais qui sont plus flexibles pour l'entreprise, qui peut davantage l'adapter et se l'approprier. Ici, difficulté d'appropriation par le personnel. Bon, c'est ça, c'est un gros changement parce que des gens qui travaillaient plus papier, des gens qui étaient habitués de communiquer avec les départements, qui faisaient le même travail depuis 20 ans, ça peut être difficile cette adaptation-là. Puis ça implique l'ensemble aussi de l'équipe de gestion. Il y a beaucoup de gestion de changement là-dedans. La haute direction est impliquée, doit encourager, présenter le nouveau logiciel qui va rentrer. Et 4, la nécessité d'une maintenance continue, bien ça c'est les mises à jour, hein, puis recruter les gens qui ont la certification, évidemment, si on ne le fait pas à l'interne, on le fait à l'externe. Et puis, il y a des coûts qui se dégagent de ça. OK. Alors, l'envergure du marché. Bon, Gartner, ça, c'est une entreprise de génie conseil là, qui est reconnue mondialement là, pour ses innovations puis pour la recherche en technologie de l'information. OK, eux autres, ils disent que les logiciels des ERP et les logiciels de gestion, ils sont en croissance de 2,4 cette année. Ils devraient atteindre 2,5 milliards d'euros, ça fait à peu près 4 milliards en canadien là, cette année. Et puis SAP, eux autres, sont en hausse de 7 ça représente 7 c'est plus haut que le restant du marché. Là. Ils sont en plus forte croissance par rapport aux autres concurrents. Alors ici, le contexte concurrentiel, là, c'est ça. Ici, ça explique rapidement que c'est les deux joueurs majeurs, c'est SAP et Oracle, mais il y a Microsoft aussi qui est en montée. Puis PeopleSoft s'est fait acheter par Oracle maintenant, fait que c'est pour ça qu'ils sont deuxièmes sur le marché. PeopleSoft aussi, ça c'est très connu au Québec. Alors c'est ça. Ici, on peut voir quelques données. OK, ici, au niveau des chiffres, on voit comment est-ce qu'ils se classent les principaux fournisseurs de logiciels de ERP. Puis ici, la table, on voit ici, là, SAP, 23% des parts de marché. Les 23% des entreprises utilisent ça. Oracle, 15% des gens utilisent ça. Pas nécessairement 15% des gens, mais 15% de leurs revenus, des revenus liés à ces logiciels-là, c'est ces entreprises-là qui les possèdent. C'est sûrement plus d'utilisateurs en conséquence. Bon, ici, un bon schéma par mon collègue Abdelmalek, ici aussi. Ça, c'est les différents offres sur le marché. Le choix doit se faire en fonction de l'activité de l'entreprise et du contexte dans lequel elle évolue. OK? Les différents logiciels, le plus courant, c'est ceux-là, ici, là, les logiciels généralistes. C'est à l'entreprise de s'adapter à lui. Les logiciels généralistes, c'est ça. Ça, c'est comme SAP, Sage, tout ça. Ils font juste payer une licence et puis ils s'y adaptent. Les logiciels de niche et spécialisés, les secteurs où il y a beaucoup moins d'entreprises, et puis là, ils s'en vont prendre un logiciel plus personnalisé, comme mettons des gens qui font plus de l'artisanat, plus des artisans comme des assurances par exemple, les avocats, des services ou des standards. Oui, effectivement. C'est des entreprises qui ont des points de service directement accessibles aux clients, mettons sur Internet. On peut personnaliser son produit avant même de le commander puis passer une commande. Ça devient de plus en plus répandu de ce côté-là. Puis un autre bon exemple aussi, c'est les appareils portables de Dell, là, de la marque Alienware. On peut carrément choisir les pièces qui vont se retrouver dans notre ordinateur en ligne et puis en passer la commande. Fait que ça, c'est des modules de plus qui n'existent pas dans SAP. Ils sont conçus sur mesure à ce moment-là. Puis l'Open Source, j'en ai déjà parlé. SAS, ça c'est une solution hébergée à l'externe, donc il y a un coût minimal. C'est pas l'entreprise qui va gérer le logiciel et son fonctionnement puis sa protection. Bon, alors on peut se dégager de responsabilité de ce côté-là. Fait un exemple de coût en entreprise pour un logiciel de gestion intégrée. Par exemple, une licence, ça coûte 150 000 par année. La maintenance, mettons les ordinateurs et tout ça, l'entretien, c'est 81 000. Consultation externe et personnalisation, 180 000. Mettre à niveau système informatique, 40 000. Les mises à jour, souvent, il y a des coûts. Et parfois, changer les ordinateurs pour des systèmes un peu plus adéquats. Les coûts intenses, 180 000, c'est évidemment les coûts de gestion, de formation, etc. OK. OK, la vision du futur. Ça, c'est notre dernière diapo.
OK, ça, je trouve ça bien intéressant, ce schéma-là qui nous vient de chez Gartner. Dans le fond, là, le futur de ces logiciels-là va reposer sur une pyramide à 4 faces. Okay, au niveau social, il dit 70% des compagnies vont être connectées en 2016 à ces logiciels-là. Okay? Et puis au niveau mobile, ça c'est avec les tablettes, avec son cellulaire, on peut pouvoir accéder à des modules de l'application. Comme par exemple, moi je veux faire réparer ma laveuse sécheuse. Okay? Moi, il y a un technicien qui va venir chez moi. Là. Ben, il est venu chez moi en fait il y a 2 semaines. Okay? il est venu avec son iPad, puis il avait accès au module de commande de son entreprise. Fait que là, lui, là, il a regardé la pièce qui ne marchait pas, il a commandé la pièce, là, tuk, sur son écran tactile, et puis la commande a été passée. Fait que là, maintenant, 50% des compagnies vont avoir des applications ERP sur leur appareil mobile avec une communication cellulaire en 2016. OK, merci. Puis pour le cloud, ben, 40 billions de dollars en 2011. À 241 millions en 2020. Ça c'est l'info nuagique. Là. Maintenant, la plupart des données de l'entreprise vont pouvoir être stockées sur le web, ils vont pouvoir être accessibles partout sans nécessairement se connecter au serveur de l'entreprise spécifiquement. Et puis l'information, business analytics en temps réel et intégré, ça c'est pour faire de l'hypercube et accéder aux informations. Fait que ça complète pour la présentation ici, voilà. Et avec les références ici. Merci à vous autres aussi. Fait que c'est des questions, il y a moi qui peux les répondre. Eric, Caroline, et Laïla et Abdelmalik sont disponibles pour vous. Oui? C'est que la bouche sèche. Oui, hein? Ça devient. Oui, c'est vous qui le faites tout seul. Laurent, vous allez voir, prenez une bouteille d'eau. Après 5-10 minutes, ça devient plus compliqué. Est-ce qu'il y a des questions techniques sur les logiciels ERP? Okay, merci.